Bonjour, bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai avocat, le podcast qui va vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Nous sommes Anaïs Goulpeau et Sarah Kébir, avocates associées dans le cabinet Wave Avocat, et notre but avec ce podcast est de rendre l'avocat accessible. Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, c'est un portrait d'avocat que je vous propose. J'ai échangé avec Rémi Dandan. Rémi est avocat au barreau de Lyon et il a la particularité d'être tout jeune avocat puisqu'il a moins de 6 mois de barre au moment où l'on enregistre ce podcast. Je pensais qu'on pourrait évoquer son positionnement, ses attentes face à la clientèle, mais j'ai eu la surprise, vous allez le voir, qu'il a énormément réfléchi et conceptualisé sa relation avocat-client. Donc c'est très intéressant. Et puis Rémi a une double casquette, vous allez voir qu'il dort assez peu puisqu'il est aussi enseignant, très dévoué auprès de ses étudiants. Ça pose aussi un certain nombre de questions quant à l'équilibre de son exercice professionnel, à sa manière d'envisager les choses et à la façon dont il communique, notamment sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le retrouver particulièrement sur Instagram. Il a une grosse audience, une belle communauté qui le suit et il était intéressant de savoir si cette communauté est au service de son activité d'avocat, s'il envisage un apport de clientèle par cette communauté ou pas. Vous aurez toutes les réponses à ces questions en écoutant cet épisode. Bonjour Rémi, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast avec nous aujourd'hui. Bonjour Sarah et merci à toi de m'avoir invité. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots pour te présenter, pour commencer ? Écoutez, moi je m'appelle Rémi Dandan, je suis avocat depuis 2-3 mois aujourd'hui. Et à côté de ça, j'ai une activité sur les réseaux sociaux qui tend à vouloir vulgariser le droit de manière à faciliter l'accès au droit pour les étudiants d'une part évidemment, mais aussi pour tous les justiciables. C'est comme ça que je t'ai connue, alors qu'on est du même barreau. Quand même, il faut qu'on se rencontre sur les réseaux avant de se voir. Et effectivement, tu as une belle communauté qui suit justement tout ce travail de vulgarisation du droit pour l'adapter à des personnes qui ne sont pas juristes. C'est ça, exactement. Et parce que ça me permet aussi de réagir souvent à des actualités où le droit est parfois malmené dans la presse, où ça part finalement dans des polémiques qui sont pas fondées et en plus stériles. Et donc du coup, sur certains posts, ça m'a permis en fait de faire de l'anti-fake news, ce qui est très apprécié aujourd'hui, puisque ça vient apaiser les tensions que certains cherchent à créer parfois, on dirait. C'est comme ça que moi je vois tout ce travail que tu fais et qui doit te demander beaucoup de temps en plus de ta pratique d'avocat. Donc merci de continuer à le faire pour tous les justiciables. Et justement, donc tu es tout jeune avocat, donc ça c'est très intéressant. Par rapport à ce podcast qui est dédié à la relation client-avocat, est-ce que en aussi peu de temps, ces quelques mois, ta vision de la relation avocat-client a déjà changé ou est-ce qu'elle est la même ? Elle a complètement changé, déjà parce que quand je m'imaginais avocat, je ne savais pas que j'aurais une audience. Et donc forcément, ta manière d'appréhender la clientèle qui peut venir de par les réseaux sociaux, elle change. Moi, pour ma part, c'est un refus catégorique de prendre des gens qui viennent des réseaux sociaux. Ah d'accord. Ouais, c'est catégorique. Ah, mais dis-nous en plus alors. En fait, je pars du principe que je suis jeune avocat, donc j'ai aucune réputation en tant qu'avocat. Donc les gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils apprécient mon travail de vulgarisation, qui ne nécessite absolument pas les mêmes compétences et la même technicité que le métier d'avocat. Et donc s'ils viennent me voir, c'est parce que j'ai une réputation en tant que, on va dire, enseignant, en tout cas acteur des réseaux sociaux, mais pas en tant qu'avocat. Donc finalement, si j'accepte cette clientèle-là, c'est quelque part abuser de leur confiance parce que je ne suis pas compétent dans le domaine pour lequel ils me contactent. C'est souvent d'ailleurs du pénal, du droit de la famille, où je suis justement, par définition, pas compétent. J'y connais rien en procédure pénale, par exemple. Donc si je suis capable de répondre à une question de droit pénal dans le cadre de mes postes, ça ne veut pas dire que je peux gérer toute la procédure derrière. Donc je refuse par honnêteté intellectuelle. Exactement, et par confiance que je veux préserver, la confiance des gens qui me suivent, quoi. Je veux absolument la conserver.
D'accord. Alors justement, quelle matière tu pratiques? Alors, moi, mes études, donc j'ai fait des études en droit public. J'ai fait un master 1 en droit public des affaires. Mais vu comme ça change toutes les 2 semaines, j'y connais plus rien. Ensuite, j'ai fait un master 2 droit européen, parcours droit des libertés à Toulouse, avec les directeurs qui étaient Xavier Bioy et Joël Andrian Simbazinova. Oui. Voilà, à qui je rends hommage aujourd'hui, puisque c'est les auteurs de grands manuels en droit des libertés fondamentales et en droit des libertés publiques. Et aujourd'hui, j'exerce en droit de l'urbanisme. Donc à Lyon, en tant que collaborateur libéral dans le cabinet Réflexe Droit Public, donc, où je suis très bien formé par Gwen Labran et Priscille Baltassa. Et j'y prends beaucoup de plaisir parce que c'est aussi une forme de plaisir dans la technicité du droit de l'urbanisme. D'accord. Voilà, mais donc, c'est très éloigné de ce que je fais sur les réseaux. Et du coup, c'est presque... est-ce qu'on peut dire que c'est presque le pendant... sur les réseaux, tu vulgarises et dans ta pratique d'avocat, il faut que tu sois très technique dans ce contentieux qu'on sait très technique qu'est le droit de l'urbanisme. Exactement, en fait. C'est exactement ça. C'est le pendant, mais c'est un équilibre entre le droit que je veux exercer au quotidien, donc au cabinet, qui me permet d'avoir cette technicité sans laquelle je ne prends pas forcément de plaisir à travailler. Et en même temps, mes fenêtres de respiration, c'est finalement les réseaux sociaux. Et c'est parfait pour moi parce que... justement par engagement et honnêteté intellectuelle, ça fait que je ne vais pas prendre des dossiers donc, du coup, justement, qui viennent des réseaux sociaux parce que ce n'est pas mon domaine de compétence et que ça évite ce qui, selon moi, est un peu un conflit d'intérêts, à savoir vouloir communiquer sur les réseaux sociaux pour développer une clientèle. Surtout sur Instagram où c'est pas des... à mon avis, les gens ne sont pas là pour rechercher un avocat sur Instagram. Tu vois ? Donc... pour moi, il y a un peu ce conflit d'intérêt-là. Je trouve que de devoir communiquer autant sur les réseaux, ça biaise un peu la qualité de ton contenu, je pense. Si derrière, on voit que c'est pour en tirer une clientèle. D'accord. Donc, Instagram, ton compte qui a... J'ai regardé tout à l'heure, mais je ne sais plus... 30 000 et quelques. 30 700 abonnés. Ouais. Ce qui est énorme, c'est absolument pas du coup ta carte de visite. Tu ne veux pas que ce soit ta carte de visite en tant qu'avocat. Non. D'accord. Surtout pas. Surtout pas. Je trouve que c'est très dangereux en fait. Ok, donc c'est vraiment t'as deux vies en fait, t'as ta vie d'enseignant et d'acteur du droit et tu fais vraiment une séparation franche avec ton rôle d'avocat. C'est ça, pour moi les réseaux c'est une activité bénévole. D'accord. Si un jour je dois prendre des affaires dans le cadre des réseaux sociaux, c'est que ce sera tourné plus autour de causes qui me touchent, comme par exemple justement les libertés fondamentales, un dossier qui me touche humainement, mais en tout cas ce sera aucunement un client que j'aurais cherché à obtenir par les réseaux. D'accord. Ou ce sera au contraire parce que j'aurais développé un projet qui me permettra de rendre la justice totalement gratuite. Voilà, on n'y est pas encore. Il me faut encore 40 ans d'Instagram, je pense, mais un jour peut-être. Peut-être que tu pourras faire des audiences par Instagram. Voilà, ce sera complètement gratuit. Donc c'est intéressant parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, les questions que posent la plupart des avocats, c'est comment utiliser les réseaux sociaux pour que ça soit une vitrine, pour aller toucher une nouvelle cible de clientèle, une clientèle plus jeune, une clientèle qui a l'habitude des réseaux. Et toi, tu es à contre-courant de ça. En fait, on se pose la question quand on n'a pas encore une audience, je pense. Parce que quand tu as l'audience, tu commences à voir par qui tu es suivi. Et quand moi, par exemple, j'ai essentiellement, si on regarde mes statistiques, je crois que je suis à 80% de moins de 25 ans. Donc concrètement, c'est essentiellement en fait des étudiants. Donc, j'ai pas envie de développer cette clientèle-là. Et en plus, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, en fait, sont multiples. Moi, je fais du droit de l'urbanisme. Donc, typiquement, s'il fallait parler en termes anglo-saxons, c'est plus du B2B, quoi. Tu vois, genre, j'ai plus envie de m'adresser aux institutionnels. Et donc, mon réseau, on va dire, social à favoriser, ça serait plutôt LinkedIn. Voir est-ce que c'est vraiment les réseaux sociaux qu'il faut favoriser. À rebours, par contre, à l'inverse plutôt, je peux tout à fait comprendre qu'un avocat qui fait du droit pénal, du droit de la famille, du droit du travail, cherche à occuper ces terrains-là, même si je vois qu'il y en a certains sur TikTok. Voilà, je pense que le tout après, c'est de trouver le bon format. Mais moi, dans ma démarche à moi, qui est de faire du droit de l'urbanisme, ça ne serait pas pertinent et pas honnête que de venir investir les réseaux sociaux. Et je pense qu'après, les autres avocats, il faut surtout qu'ils réfléchissent à est-ce que le réseau social qu'ils cherchent à occuper est pertinent avec la cible qui est la leur. Et puis ensuite, se pose la question de comment communiquer. Parce que là, rentrent aussi en jeu les questions de sérieux, parce que beaucoup aujourd'hui
quand je parle en tout cas avec des confrères ou d'autres professionnels du droit, ils sont nombreux à penser que faire du chiffre, donc en audience, c'est ce qui va te ramener de la clientèle. Or, moi, je suis convaincu qu'avoir une image sérieuse et bien travaillée prime sur la quantité. Donc, vraiment, on ne change pas la qualité avant la quantité. Et donc, il y a des avocats qui, par certains processus, pourraient obtenir 300, 400, 500 000 vues, mais au final, pour avoir quoi? Pas leur clientèle cible. Donc, je pense qu'il faut chercher à bien communiquer et pas à communiquer à grande échelle, en fait. Et c'est là, je pense, la grande difficulté, parce que c'est l'interrogation qu'on ne soulève pas assez. Comme tu dis, on pose la question de savoir comment faire pour développer son influence. Il y a des formations qui se font à Paris, à l'EFB. C'est l'école de formation des barreaux, donc c'est l'école des avocats de Paris. C'est ça. Ou comment on fait pour développer l'influence de l'avocat. Et moi, rien que ça me gêne, parce que le but d'un avocat, par définition, c'est de ne pas être influent, tu vois, sur son client, sur quoi que ce soit. À la rigueur, se faire entendre, d'accord, pour obtenir une clientèle, mais être influent, ça pose des vraies problématiques que tu connais toi en tant que professionnel de la déontologie. Voilà, quelle qualité tu m'accordes. En tant que bâtonnière en devenir. Bon, alors ça, je le couperai parce qu'en plus, c'est absolument pas une ambition. Si on ressort un petit peu des réseaux, tout à l'heure, juste avant, tu me disais que ta vision a changé en quelques mois et ça m'intéresse. Qu'est-ce qui a... Est-ce que tu avais des préjugés avant qui finalement ne se sont pas révélés exacts, ou est-ce qu'il y a des choses que tu n'envisageais pas du tout et qui se sont imposées à toi? Alors, en fait, j'ai eu plusieurs évolutions. La première, c'est évidemment quand j'ai commencé. Donc, je commence... quand je dis commencer, c'est les études de droit. Oui. Donc, je commence avec finalement ce qui est un cliché du droit que tout le monde connaît. C'est qu'en fait, être avocat, c'est forcément du droit pénal et c'est forcément des meurtres ou des viols ou quelque chose comme ça. Et donc, je me voyais plaider avec, évidemment, plaider face à pour des victimes qui, finalement, me toucheraient beaucoup. Et ensuite, quand tu rentres dans les études, tu découvres plein de matières qui sont tout aussi intéressantes, voire au final même plus intéressantes que le droit pénal, en tout cas pour ma part, puisque moi, je me suis passionné pour ce que déteste la moyenne des humains, à savoir le droit administratif. Et au final, voilà, j'ai peaufiné ça. Et là, tu as deux choix, c'est être plutôt côté justiciable ou plutôt côté administration. Et tu te rends vite compte qu'en fait, quand tu es côté administration, il y a le côté conseil qui peut aussi occuper ta profession et qui est intellectuellement aussi très stimulant. Là où finalement, quand tu vas intervenir pour des particuliers, ça va souvent se limiter en fait à du contentieux et beaucoup moins de conseils. Et donc moi, ça, j'aime beaucoup. Mais ça me manque le côté aussi liberté fonda, le côté aussi aide aux particuliers. Et c'est pour ça que j'aurais du mal à arrêter ce que je fais sur les réseaux sociaux. Tu gardes les deux. Ouais, exactement. Pour moi, c'est indispensable d'avoir les deux. Donc, dans ton activité d'avocat, tu voudrais rester aux côtés des administrations pour continuer à garder cette casquette de conseil. C'est ça. Donc, le conseil, c'est à titre préventif, c'est en dehors d'un contentieux. Et rester aux côtés des justiciables, personnes privées. Sur le côté global, en fait, tu vois. Parce que, en fait, quand tu aides une collectivité territoriale, par exemple, en fait, tu aides tous les habitants de la commune. Tu vois, donc quelque part, c'est vrai que tu ne t'adresses pas directement à ce qui pourrait être ton client, mais en fait, tu œuvres quand même dans son intérêt à lui. Tu vois, c'est comme ça que je vois la chose. Et puis après aussi, au fur et à mesure de mes études, donc je me suis investi dans auprès de plusieurs personnes ou associations, notamment par exemple le collectif contre les contrôles abusifs de mémoire, c'est ça le nom. Et en fait, humainement, je ne sais pas gérer. Voilà. Qu'est-ce que tu sais pas gérer? Ça veut dire qu'en fait, si y a une personne qui vient me voir dans mon bureau en pleurant, j'ai juste envie d'aller voir la personne qui l'a fait pleurer et le gronder. Faire une procédure avec recul, je ne saurais pas faire. D'accord. Aujourd'hui, je pense que j'ai pas suffisamment de recul et d'intelligence peut-être humaine, tu vois, pour réussir à gérer correctement mon métier d'avocat avec des particuliers dans des domaines qui me touchent. Parce que par définition, ça me touche. Et que donc j'ai plus tendance à réagir comme un grand frère que comme un avocat. D'accord, c'est la prise en charge de la psychologie du client qui te manque. Ouais, je sais pas faire. Je sais pas faire. Les peu de particuliers que j'ai eu, même à titre perso, c'est limite si je deviens ami avec eux en fait derrière. Et voilà, du coup, c'est presque si je suis bénévole au final. Je sais pas faire. Mais c'est difficile parce que ce qu'il faut quand même qu'on dise, c'est qu'on n'a pas de cours de gestion et d'appréhension du client. C'est vrai. Et alors, tu vois, moi, j'imaginais pas qu'en droit de l'urbanisme, ça puisse avoir une importance.
moi, dans le droit du travail, je le vois, parce que une personne qui se fait licencier du jour au lendemain alors qu'elle a donné 10 ans de sa vie sans compter pour son employeur, c'est douloureux. Je le vois encore plus avec Anaïs en droit de la famille, parce que là, on a l'humain, on a des enfants au milieu une fois sur deux, donc la gestion de la psychologie du client, cette question-là, on se la pose beaucoup, on essaye d'orienter beaucoup vers des professionnels, etc. J'imaginais pas qu'en droit de l'urbanisme ou en droit public, de façon plus générale, tu puisses aussi te poser cette question, parce que c'est un droit, moi je fais partie de la moyenne des gens, je n'aime pas le droit public, en tout cas j'y suis un peu hermétique. C'est quelque chose qu'on voit, c'est un droit qu'on voit comme un peu inhumain. On se dit c'est les relations entre l'administration, l'État et les personnes privées, il n'y a pas de sentiment là-dedans, alors qu'en réalité si. En fait beaucoup, oui, parce que là nous on parle dans mon cas de droit de l'urbanisme, et encore si tu parles à un particulier qui a donné sa vie pour économiser et construire une maison, et que là on lui sort une règle d'urbanisme qui l'empêche de construire sur un terrain qu'il a acheté au prix de sa vie, en fait ça le brise. Mais ça, c'est le seul côté humain qu'on peut avoir. Mais après, en droit public, tu peux y rentrer le droit des étrangers et les libertés fondamentales de manière générale. Tu vois, quand tu prends par exemple le cadre de l'affaire de Vincent Lambert, humainement, c'est juste prenant. C'est du droit public en fait. Toutes les questions de responsabilité médicale, il y a un volet administratif énorme. Et tout ça, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, je serais pas capable de le gérer. Et je pense que c'est pour ça que... Après, je te dis je pense, je ne me suis pas confronté, tu vois. Mais je pense que c'est aussi pour ça que j'ai choisi le droit de l'urbain, c'est que ça me permet de me concentrer sur le droit, sur la technicité, sans être emporté par mes sentiments. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses définitif ou que ça peut être amené à évoluer C'est amené à évoluer, c'est sûr et certain. J'ai un plan de carrière où je vais intégrer au fur et à mesure les libertés fondamentales, mais je pense aussi que dans mon cas, je ne pourrais pas réussir à bien faire des libertés fondamentales si je n'ai pas une partie importante d'autre chose. Tu vois, parce que si ça devient ta routine, les atteintes aux libertés, est-ce que tu es encore sensible? Peut-être. Mais comme je n'ai pas fait l'expérience, je continue de croire qu'il faut que ça reste quelque chose d'homéopathique dans ma carrière, où lorsque j'aurai l'occasion de prendre un dossier où je me sens vraiment capable de m'investir humainement, parce qu'en fait ça te coûte en tant qu'humain, je pense, même si tu es avocat, ça te coûte en tant qu'humain. Il n'y a que dans ces cas-là que je pourrais prendre les dossiers, mais pas maintenant, parce que j'ai pas encore le talent que nécessitent ces dossiers-là, et que j'ai pas envie de prendre des dossiers si je suis pas certain d'être en mesure de les gagner. Là c'est trop tôt, je fais pas d'expérience sur les clients. Ça c'est intéressant, c'est vrai que souvent on nous dit, on a cette même philosophie, tu ne nous verras pas en droit de l'urbanisme, où on travaille vraiment que dans nos matières. On ne partage pas l'avis de tous les confrères. Il y a des confrères qui estiment qu'on peut travailler dans n'importe quelle matière parce qu'on est avocat et qu'on sait chercher, il suffit qu'on prenne du temps pour se former. Nous, on préfère dire et avoir la position prudente qui est de dire toutes les matières du droit sont techniques et on reste dans la technicité qu'on maîtrise pour justement pas faire de mauvaises expériences au détriment du client. Mais c'est pas la vision de tout le monde, donc c'est assez intéressant de voir que c'est l'approche que tu as, alors que ça pourrait être grisant de se dire j'ai une belle proposition d'un dossier en liberté fonda, je vais y aller parce que c'est stimulant intellectuellement. C'est stimulant, oui, mais après il faut garder en tête plein de paramètres. Je pense déjà, ces confrères ont sûrement raison, mais on n'est pas tous égaux face à l'intelligence ou aux capacités de travail, tu vois. Moi je sais que j'ai besoin de passer du temps sur la prise de connaissance du dossier, sur les recherches. D'autres vont sûrement beaucoup plus vite que moi. Peut-être qu'ils se trompent aussi. Et puis, donc c'est pour ça que moi, je les prends pas. Certains clients, quand tu leur dis « je ne peux pas intervenir, je vais vous orienter vers quelqu'un d'autre », comprennent pas nécessairement. Et moi, ce qui s'est passé, c'est une cliente qui est venue, qu'on connaît et qu'on apprécie, avec qui on travaille très bien. Elle a un problème en droit pénal qui nous dépasse complètement. Et je lui ai dit « non ». On n'est pas compétente, par contre on peut vous orienter vers un confrère qui l'est. Elle n'a pas vraiment compris. Elle a pu penser, j'imagine, qu'on voulait un peu se débarrasser de ton dossier, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais je reconnais que je n'ai pas, comme toi, je pourrais peut-être y arriver. Il me faudrait des heures et des heures pour me former à ces questions-là. C'est ça. Et je pourrais faire une erreur qui coûterait cher à la cliente. Donc non. C'est ça. Ouais, mais en fait, je pense que l'exemple du droit pénal, c'est exactement ce qui peut illustrer au mieux ce propos, tu vois. C'est à plusieurs titres, effectivement, moi non plus, je suis pas compétent, mais je dois recevoir peut-être entre 5 et 10 messages par jour pour avoir des dossiers en pénal. Alors,
encore, je te dis ça, des messages. Est-ce que ça aurait abouti à une procédure? Est-ce que c'est vraiment des gens qui sont en mesure et qui ont la volonté d'être tes clients? C'est autre chose. Mais même après, dans le cadre de ma promo, la question se pose tout le temps de savoir si en tant que jeune avocat, pour justement ce qui se pose tout le temps en fait comme question, arrondir entre guillemets le début de ta collab, est-ce que tu prendrais pas des dossiers en pénal, tu ferais des permanences, etc. Moi je m'y refuse parce que ça reste, pour moi, à mes yeux, ça serait faire de mes clients une expérience. J'apprends le droit pénal à leur dépens peut-être pas, peut-être que je serais un prodige, peut-être que je me découvrirais une passion. Mais peut-être que non, c'est un risque à prendre et j'ai pas envie de le prendre. Tu vois. Là, tu préfères être prudent en début de carrière. C'est ça. Et puis en plus, avec tous les stages que j'ai pu faire, avec tous les confrères avec qui j'ai pu parler, qui ont monté leur cabinet, tous ont en commun d'être clairs sur un point, c'est que une réputation, ça met des années, on va pas dire des dizaines, mais voilà, il faut bien 10 ans pour construire une réputation solide, mais il faut un dossier en fait pour la battre. Tu vois, et je pense que pour ça veut dire qu'il faut minimiser les risques que tu prends. Et pour moi, à mes yeux, les risques, c'est de prendre un dossier sans l'avoir bien étudié à l'avance, à être sûr que tu es compétent. Et pire, prendre un dossier dans une matière que tu n'as jamais étudiée. Moi, le droit pénal, pour moi, c'est de la L2. C'est une épreuve, j'ai mis 4 mois, tu vois. Aujourd'hui, je m'y intéresse un petit peu, mais demain, tu me dis de faire une procédure, tu es sûr que je suis irrecevable. Je sais même pas si ça se dit comme terme, irrecevable, tu vois. Mais en tout cas... Je sais pas non plus. J'ai jamais mis les pieds en garde à vue. Je vais faire un post Instagram, je vais le présenter au juge, mais c'est tout ce que je vais faire. Et c'est intéressant de montrer et de dire... parce que ça fait partie de notre serment. Ça, pour le coup, à l'école, on l'apprend bien. On prête serment de... n'accepter des dossiers que si on a la compétence pour les gérer au mieux. Donc c'est aussi, ça colle parfaitement avec notre serment que de reconnaître je ne suis pas le meilleur dans telle matière, je ne suis pas le meilleur pour tel dossier, peut-être que ça changera. Mais et c'est bien de pouvoir le dire parce que on a un peu, quand on discute avec des justiciables, l'image d'un avocat de toute façon, comme tu disais, il va arrondir ses fins de mois. Alors on a aussi la mauvaise image de dire tous les avocats gagnent très très bien leur vie. Le seul objectif c'est de gagner encore mieux, donc ils vont prendre tout et n'importe quoi, même si c'est voué à l'échec. Et c'est pas le cas. Et là ce que tu expliques, ça montre bien que ce n'est pas le cas. Moi je fais une analogie entre l'avocature et la médecine. Tu vois, quand tu as mal aux dents, tu vas pas chez le cardiologue. De la même manière, quand tu as un problème en droit pénal, tu vas pas chez un avocat en droit de l'urbanisme. Même si les spécialisations, nous, on les passe de manière volontaire et on n'est pas obligé de les passer, etc. Moi, je pense qu'en fait, on a tous un domaine de compétences dans lequel on est plus à l'aise que dans un autre. Et dès lors qu'on prend un dossier juste pour des raisons financières, parce qu'on a besoin pour vivre, même si je le comprends, tu vois, se pose la question justement, peut-être que j'y connais rien, peut-être en déonto, tu vois, mais de l'indépendance, à savoir si tu fais un choix de prendre un dossier parce que tu es influencé par un facteur externe. Moi, à mon sens, même si déontologiquement, c'est pas le cas, c'est un peu une remise en cause de ton indépendance, tu vois. Et j'ai pas envie de tomber dans ça. Mais je te suis là-dedans, enfin je te suis là-dessus parce que si on est censé être indépendant, on est censé être indépendant du client, pouvoir lui dire qu'on n'est pas d'accord, pouvoir lui dire je ne prends pas votre dossier parce que j'estime que c'est voué à l'échec. Si la seule chose qui fait en sorte que tu prennes le dossier, c'est de te dire je vais facturer cette procédure, il y a un vrai problème d'indépendance. Il y a une dépendance économique au client qui... C'est ça. Et de la même manière, je considère qu'il n'y a pas de petit dossier, de grand dossier. Tu vois, souvent, avec même moi, en 3 mois, tu vois, je commence parfois à avoir dans ma tête cette idée que ben ça c'est un petit dossier, ça c'est un gros dossier, en termes de facturation, je veux dire, tu vois. Sauf qu'en fait, même si c'est un petit dossier, ça reste une somme qui reste super importante, tu vois, pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Ça veut dire que même nous, ce qu'on qualifie de petit dossier, en fait, moi, des fois, je me dis, mais en fait, mes parents, ils n'auraient jamais pu le payer. Tu vois, et en fait, rien que ça doit déjà te remettre à ta place, te dire qu'en fait, que tu sois face à un client qui te surrémunère ou qui te rémunère pas, parce qu'il n'a pas les moyens ou qu'il a dit qu'il te paierait, en fait, il te paiera jamais. En fait, ton devoir, ça reste le même. C'est d'où d'ailleurs l'humanité, tu vois, dans notre serment aussi. C'est que tu dois être totalement détaché quelque part du facteur pécunier, même si ça reste ta profession. Il ne faut pas que ça soit ton leitmotiv. Et ça, je trouve que c'est important à garder en tête. Et c'est aussi une raison pour laquelle je ne prends pas de clients venus des réseaux sociaux. Parce que le faire, alors que ce n'est pas mon domaine de compétence, ça veut dire que je le fais pour l'argent et pas pour le client. À partir de là, il y a un travers, je ne rentre pas dedans.
Et est-ce que tu penses que cette vision-là, tu pourras l'avoir encore dans 5 ans, dans 10 ans, ou est-ce que tu penses que certains confrères peuvent perdre ces idéaux parce qu'au bout d'un moment, on a la tête dans le guidon et qu'il faut faire tourner un cabinet et qu'il y a des charges à payer? On est humain et puis on n'est pas tous les mêmes. Il y en a un qui s'impose. Ma morale n'est pas la même que celle des autres en fait. Si ça se trouve, ma morale elle est complètement immorale pour d'autres et réciproquement. Donc même aujourd'hui, on peut déjà constater qu'il y a déjà des personnes, en droit ou pas, qui utilisent les réseaux sociaux à des fins pas forcément louables. Moi, j'ai fait le choix de ne pas le faire ça. Et si un jour je le fais, ça veut dire que j'ai réussi à développer mon activité au point que j'ai une équipe qui me permettrait de dire oui à un client et de déléguer ça à quelqu'un de compétent dans le domaine et dont je sais la compétence. Mais aujourd'hui, le prendre moi pour des raisons financières, non, c'est hors de question. C'est inenvisageable. Ouais, hors de question. Je préfère donner plus de cours ou travailler plus ici, tu vois, que faire ça. Faire ce que tu sais faire. Ouais, t'es attaché exactement. à la qualité de ton travail. C'est ça. Parce qu'en fait, combien ça va te coûter en fait de vouloir encaisser ça? Tu vois, combien ça va te coûter en termes de réputation, en termes de temps pour reconstruire ta réputation derrière, et puis en coût humain aussi, je vous dirais. Est-ce que, parce que là on parle que d'argent, mais quand tu fais un dossier en sachant pertinemment que tu n'es pas bon dedans et que tu es en train de faire n'importe quoi, que tu vas le plaider, que tu vas faire croire à ton client que tu as été bon, humainement, comment tu le vis en fait? Est-ce que le soir tu rentres en te disant que tu as été un bon avocat ou pas? Et à quel point est-ce que ça impacte la suite de la confiance que tu as en toi dans tes autres dossiers qui auraient pu être des opportunités si tu avais été bien dans ta tête à ce moment-là, tu vois. Donc moi je crois beaucoup au karma. Donc si c'est dur aujourd'hui, c'est que demain ça va être... Ouais, voilà. c'est sûr. Il faut rester alerte aux opportunités et rester droit dans ses bottes. T'as bien raison. T'as bien raison. J'espère. Ça fait du bien de l'entendre parce que c'est aussi le but du podcast. Quand avec Anaïs on a commencé, l'idée c'était de pouvoir, nous maintenant ça fait 6 ans qu'on est avocate, et c'était de se dire ça va nous donner des moments de pause, des parenthèses, des petites bulles d'oxygène où on va se poser avec des confrères qui partagent pas forcément notre avis, avec des clients qui n'ont pas été les nôtres pour des raisons évidentes. Et le but c'est pas de faire notre pub dans le podcast en faisant venir des clients qui sont super contents de notre travail ou pas. C'est de dire, voilà, on discute avec des personnes qui ont eu des expériences positives ou négatives avec des avocats pour que nous, ça nous fasse nous remettre en question et qu'on en revienne à ces idéaux qu'on avait, qui sont partagés avec les tiers et qu'on a toujours. Et de se dire, bon, malgré les années qui passent et le fait qu'on soit dans nos dossiers et qu'on a beaucoup de boulot, on va pas se leurrer, on prend le temps quand même de se rappeler de ce qui est important pour faire revenir le karma. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, tu vois, tu parlais de pub et tout à l'heure on parlait de présence des avocats sur les réseaux sociaux. En fait, je pense que une des questions est là-dedans. Est-ce qu'on est sur les réseaux pour faire de la pub? Auquel cas, un, c'est voué à l'échec parce que ça marche pas. Et deux, en plus, se pose du coup plein de questions de déontologie. Alors que si tu es là pour communiquer autour des dossiers que tu as pu avoir, pourquoi pas, tu vois, avec le respect évidemment de toutes les règles. Et là, il se trouve que ça peut concerner, ça peut toucher des gens par rapport à ta vraie cible, même si ça met longtemps à marcher, etc. Mais les avocats qui marchent un petit peu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui contrairement à moi communiquent sur leur activité d'avocat, c'est justement parce que les gens sont sensibles à l'affaire qu'ils ont pu avoir entre les mains et à la manière qu'ils ont eu de la traiter dans les limites de ce sur quoi ils peuvent communiquer évidemment sur les réseaux sociaux. Mais moi, les avocats que je peux suivre et qui m'intéressent beaucoup, c'est ça. D'ailleurs, il y a des confrères lyonnais qui le font bien aussi. Yann Lorang, je sais pas si tu connais. Tu vois. Oui. Il est pas dans l'abus sur les réseaux. Moi, je trouve qu'il fait ce qu'il faut, quoi. Tu vois, il est pas dans la volonté de générer du buzz. Et je pense que nous, en tant qu'avocats, on doit dépasser ces clichés-là des gens sur les réseaux. Ça veut dire qu'il faut pas qu'on rentre dans une course au buzz, dans une course à tout, sauf les règles élémentaires de la profession, tu vois. Et donc, il faut vraiment privilégier la qualité sur la quantité, chercher à développer sa ligne de conduite et sa ligne de communication. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher sur le long terme. Sur du court terme, après, il y a plein de méthodes, on peut les évoquer, mais
Ça va marcher 10 minutes et puis après, ça va mettre 20 ans à rattraper. On va pas donner de mauvaises idées. Voilà, on va se taire. Est-ce que tu as des conseils peut-être pour un client, parce qu'il y a beaucoup de clients qui cherchent leur avocat alors de manière plus générale sur l'internet, pas nécessairement sur Instagram. Tu disais tout à l'heure, donc tu parlais de la réputation, donc ce qui parfois peuvent intéresser les gens, c'est de voir un peu l'activité quotidienne, enfin qu'est-ce que fait un avocat dans sa journée, de découvrir un peu l'arrière du décor, l'envers du décor, pardon. Si aujourd'hui tu as quelqu'un qui te dit moi je cherche un avocat, je ne sais pas comment faire, je suis sur internet, de quoi tu te méfies et qu'est-ce que tu irais voir en premier lieu? Alors moi ce que je dis aux personnes qui me demandent ça, c'est à la rigueur si moi ils m'interrogent sur un litige, je leur dis moi à mon sens ça correspond à tel domaine du droit et donc ce que je vous recommande c'est d'aller dans l'annuaire des avocats de l'ordre dans lequel vous voulez prendre un avocat et de chercher par spécialité. Le problème, c'est qu'avec ça exclut ceux qui ont pour domaine de compétence principale la matière, mais qui n'en ont pas la spécialisation. Tu vois. Et alors sinon, ce que je leur recommande de faire, c'est tout simplement de googler en fait leurs questions. Tu vois, par exemple, faut-il déposer un permis de construire si je veux construire une cabane? Tu écris ça sur Google. Et puis, tu vas trouver des articles faits par des avocats. Et là, ça peut être d'une grande aide parce que tu arrives déjà à mesurer un peu le travail de l'avocat avant même de l'avoir contacté. Et c'est pour ça que, et j'en reviens à chaque fois à la question de la communication des avocats sur les réseaux, je pense qu'en fait, il faut d'abord occuper le terrain sur les sites qui sont véritablement essentiels pour mettre en avant le contenu qu'on peut produire. Et après, les réseaux viendront, tu vois, mais il ne faut pas se tromper d'ordre, en fait. Et donc voilà, moi ce que je dis aux clients, c'est de googler parce que ça leur... Je sais pas si c'est un verbe, googler. On va l'inventer. Voilà, je google, tu googles et nous googlisam. Et du coup, l'idée, c'est justement quand tu vas taper ça, en fait, l'algorithme de Google, il faut lui faire confiance, va par le nombre d'occurrences sur un article, peut-être la qualité du coup, te conseiller en fait certains cabinets, tu vois. Nous, par exemple, il y a des cabinets qui sont en référence dans ça, qu'importe la question en droit public que tu vas taper, ça va t'orienter vers 2-3 cabinets parisiens qui en plus sont vraiment topissimes, tu vois. Et pour le coup, ils sont plus connus que tout le monde alors qu'ils n'ont même pas de réseaux sociaux. Tu vois, ça pose aussi d'autres questions. Donc voilà, c'est ça que je conseillerais aux clients, c'est presque en fait d'aller toucher le produit avant de l'acheter. C'est-à-dire, va lire, va voir le site du confrère ou de la consoeur. Est-ce que dessus, tu as déjà quelques petites questions qui sont posées avec des réponses? J'ai une consoeur, la toulousaine, qui vient de s'installer, sa première lettre barre, elle s'est installée toute seule. Elle a fait un site, il est incroyable. Il est magnifique. C'est une forme de succession d'onglets déroulants avec toutes les questions que tu peux te poser en dommages corporels. Tu cliques, tu as le début de la réponse en fait, tu vois. À partir de là, tu es séduit. Tu peux dire son nom si tu veux lui faire une petite pub. Marie-Camille Favarel. Marie-Camille Favarel. Inscrite au barreau de Toulouse, vers les Carmes, je ne sais plus exactement l'adresse. En dommages corporels, du coup. En dommages corporels, essentiellement. C'est ce qu'elle développe. Mais après, elle est jeune avocate. Donc, droit de la santé, droit public. Voilà, je trouve que... Donc, elle de la même manière que ce qu'on peut faire, elle diffuse du contenu juridique fiable. Ouais. Le contenu de base que les personnes pourraient trouver sur Google sans se tromper de page, parce qu'on trouve aussi des énormités. Donc effectivement, toi, ton conseil, c'est trouver un avocat, parce qu'au moins, on sait que le contenu devrait être fiable. Ouais. Un avocat qui donne déjà des éléments, donc il sait de quoi il parle. Ouais. Et puis, on l'approche comme ça. Exactement. Parce qu'après, ce que tu disais tout à l'heure, à savoir suivre l'avocat dans son quotidien, c'est bien et pas bien en même temps, tu vois, parce que ça va te rassurer sur l'humanité de l'avocat éventuellement, ou sur son sérieux. Mais derrière, est-ce que ça n'incite pas à vouloir communiquer avec lui au-delà même du cadre professionnel? Tu vois, moi j'ai ce gros problème aujourd'hui. 90% des gens à qui je parle sur les réseaux, on se tutoie. Demain, s'ils me contactent, on fait quoi? On se voit du jour au lendemain. Tu vois, on se fait des blagues. Moi, je parle avec tout le monde comme si on était amis, tu vois. Justement, j'allais t'en parler, ça on en parle dans quasiment tous les podcasts avec les confrères, sur l'hypercommunication avec les clients. On est accessible, que ce soit via les réseaux, via WhatsApp, via absolument tous les canaux. Est-ce que toi, tu t'interdis, alors pour tes clients, pas les personnes qui te suivent, par rapport à tes clients, est-ce que tu fais
une limite franche et c'est téléphone, mail, SMS, ou est-ce que ça te dérange pas d'avoir des messages sur WhatsApp Non, jamais. Ça m'est arrivé une fois avec quelqu'un qui m'a écrit, alors c'était un client potentiel, tu vois, qui m'a écrit, il était 23h, qui en fait est un ancien étudiant en moi. Donc il est passé par les canaux sympathiques, tu vois, alors que là il voulait quelque chose de beaucoup plus formel. Et donc il m'écrit, il était 23h, une question qui en plus nécessitait 2 heures de réponse, en vrai. Et donc j'ai dit non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc ouais, effectivement, je pense qu'il faut imposer un cadre. Je suis en pleine réflexion sur ça, parce que je voulais justement communiquer dessus, en disant aux gens, tu vois, par exemple dans ma story, en disant, mais voilà, si vous me contactez, c'est pas... Salut Rémi, ça va? Dis-moi, j'ai une petite question. Et en fait, c'est une énorme question. Sauf que si tu fais ça, tu pars aussi du principe que ton réseau est dédié à ta clientèle, ce que je veux pas faire. Ouais. Donc là, je suis en recherche de solutions. Ouais. Voilà. C'est drôle la distinction que tu fais entre les réseaux sympathiques et les réseaux sérieux. Tu vois, par contre, mes étudiants, à l'inverse, ils m'écrivent à 2-3 heures du matin, je réponds. Je peux même t'appeler à 4 heures du matin si je suis réveillé. Tu vois, mais parce que je considère qu'en fait... pour moi, ma pédagogie à moi, ça va être critiqué par la terre entière, c'est sûr et certain, mais ma pédagogie à moi, c'est d'être ami avec, en tout cas de me considérer comme étant ton pote en fait, pour de vrai. Avec les étudiants. Avec les étudiants. Mais je pense que ça, c'est pas viable avec une activité d'avocat. Avec les clients, mais peut-être parce que justement, on est obligé, on peut très bien s'entendre avec nos clients, mais on est obligé d'avoir une certaine indépendance. Qui nécessite de leur dire quand ils dépassent les bornes, quand il faut qu'ils se calment, quand il faut qu'on mette les points sur les i, des fois c'est nécessaire. Et si on est dans une relation amicale, on peut moins facilement le faire. Ouais, et puis il faut voir aussi, faut revenir à la source. C'est-à-dire que ton étudiant, s'il parle comme ça via ses réseaux, etc., c'est parce que quelque part, il apprécie ton histoire et si tu lui racontes un peu ta vie ou si vous rentrez un peu dans de la sympathie, c'est parce que quelque part, tu veux qu'il s'en inspire pour le remotiver. Tu vois? Donc, tu es obligé pour moi de casser la barrière pour arriver à tes fins de remotivation qui vont être le préalable nécessaire au bon travail fourni derrière. Alors que mon client, il n'a pas besoin en fait, de savoir ce que je fais dans la vie en dehors de mon activité du cabinet. Tu vois? Donc, les limites, je pense que là, tu n'as pas besoin de les abattre. Et tu peux vraiment rester rigide dessus et dans un formalisme un petit peu parfois qui peut paraître un peu exagéré mais qui est nécessaire justement pour qu'il puisse comprendre que parfois tu le remettes assez sèchement à sa place parce que là où il pense que le mail qu'il t'envoie pas, il pense que c'est juste un mail, en fait toi c'est une pièce essentielle dans ta procédure. Tu vois? Et s'il n'y a pas de distance, il prend mal ce recadrage. Alors que s'il y a cette distance, il comprend que c'est du professionnalisme. La proximité que tu as avec ton client va changer l'appréciation qu'il a de ce que tu lui dis en fait. Mais sans que ça soit incompatible avec l'humanité. Ah non. Non. Non, ça reste essentiel. Mais je ne suis pas obligé de pleurer avec mon client et de partager mon histoire avec lui expliquer pourquoi je suis touché par ce qu'il me raconte pour bien m'occuper de son dossier. Tout à fait. L'humanité, elle va être dans le fait que si j'ai bien cerné que je vais devoir travailler 20 heures sur son dossier mais qu'il n'a pas les moyens, l'humanité, c'est de lui faire une convention honoraire où en fait, c'est au rabais, tu vois, je le sais. Je sais en fait que je vais travailler la moitié du temps gratuitement. Ça, c'est de l'humanité, mais j'ai pas besoin de le dire. De toute façon, pour moi, l'humanité, ça s'exprime pas. Tu vois, quand tu fais une bonne action vis-à-vis de quelqu'un, tu lui dis pas, hey, je t'ai donné de l'argent, hein. Tu vois? Sinon, c'est pas de l'humanité, c'est une dette. Non, c'est ça. Tu vois? Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Ok. Oui, c'est intéressant tout ce que tu peux expliquer et j'ai l'impression que tu y as beaucoup réfléchi en fait. Beaucoup parce que moi à la base j'ai toujours voulu être entrepreneur en fait. Mais en même temps je voulais toujours ce côté humain. Donc j'ai longtemps eu une vision en plus qui était complètement déshumanisée de la vie de manière générale, tu vois. C'est-à-dire j'étais très solitaire, très concentré sur le fait de devoir faire de l'argent, etc. Un truc très orienté par ce que je pouvais écouter à l'époque, tu vois. Et après, en fait, tu deviens un vrai adulte avec des vrais sentiments pour certaines personnes et tu commences à avoir une vision beaucoup plus humaine de la vie en ne négligeant pas pour autant le côté entrepreneurial qui est nécessaire à ça, tu vois. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais que demain, quand je vais intégrer les libertés fondamentales d'activité, c'est que j'ai suffisamment de quoi
remplir les caisses. Parce que si je suis pas serein sur ma capacité à faire vivre mon cabinet et ma famille, je peux pas avoir la tête tranquille pour m'occuper de mon client pro bono, entre guillemets, tu vois. Alors pro bono, ça veut dire au bénévolat, entre guillemets. Voilà, entre guillemets. Mais pour moi, en fait, c'est pas bénévole pour lui, mais pour moi, oui, parce que le temps que je lui consacre, en fait, j'y gagne rien. Tu vois, c'est l'État qui va être content parce que je vais lui payer des charges sur ça. Mais moi, en fait, j'aurais rien gagné, tu vois, j'aurais consacré 20 heures pour rien du tout. Et pour moi, pour faire pour faire vraiment de l'humain au sens pur, il faut que j'ai aucun souci à côté. Donc, il faut concilier, et c'est peut-être un des seuls métiers, en fait, où on doit faire ça. Concilier une vision ultra entrepreneuriale avec une vision ultra humaine. Avec en plus un serment qui t'oblige à favoriser le côté humain sur le côté pécunier. Et une vie qui t'oblige à favoriser quasiment parfois l'inverse, tu vois. Et cette organisation-là, il faut la mûrir. Et je pense que c'est la plus grande difficulté des jeunes avocats, c'est de se retrouver confrontés à une vision de l'avocature qu'ils ont et à la réalité entrepreneuriale à laquelle on les a jamais formés. C'est vrai. Jamais. C'est vrai qu'on nous en parle pas du tout. Non. Enfin, nous, à l'école, en tout cas, moi j'étais à l'école des avocats à Lyon, on n'en parle pas, on ne sait pas à quoi on va se confronter. Et quand tu commences et que tu as tes premiers mois, tes premiers paiements de rétrocession d'honoraires, eh ben, t'es bien embêté parce qu'on te dit il faut en garder 30%, 40%, 50% pour les charges. C'est ça. On ne sait pas ce qu'il en est, on ne sait pas gérer et puis beaucoup font l'erreur de multiplier les permanences, les aides juridictionnelles alors que c'est peut-être ce côté humain mais ce n'est pas viable, ce n'est pas possible, on a un temps limité dans la journée et on a une activité comme tu disais qui doit nous permettre et de faire tourner le cabinet et de nourrir nos familles. Nous ou nous-mêmes, quand on est seul et qu'on doit se prendre en charge tout seul. Et ça, c'est un vrai problème. On manque de formation en matière de compta, en matière de gestion de cabinet. C'est ça. Ouais, exactement. Et puis, ça, il faut qu'on l'apprenne sur le tas. Donc, c'est chronophage. Et quand tu es un avocat, comme moi, tu as signé une collab, en fait, tu as aussi beaucoup de temps à accorder à cette collab. Et moi, en fait, j'ai beaucoup de défauts, mais je suis très loyal. Donc, si tu me signes pour enseigner chez toi dans ton école ou si tu me signes pour collaborer avec toi, en fait, moi dans ma tête, il faut que tu sois sûr qu'il faut que tu puisses me faire confiance et que je vais tout donner en fait pour que ça se développe au maximum. Et donc, si je commence après à être engagé sur trop de terrain en parallèle, justement avec ces permanences, etc., en fait, ça veut dire que les gens avec qui je me suis engagé, je les mets en difficulté et eux aussi en fait ils ont une affaire à faire tourner et ils se reposent sur moi, tu vois. Et donc pareil, ça remet en question ton honnêteté intellectuelle, ton humanité aussi, parce que du coup si tu manques de temps, bah forcément tu ne te consacres pas suffisamment au dossier même que tu prends pour toi. Ça remet en question ta réputation aussi, parce que tu es en train quelque part de trahir un petit peu un confrère, une consoeur qui peut aussi ne pas manquer de le faire savoir. Et je pense qu'en fait quand tu deviens avocat, en tout cas moi c'est vraiment mon premier mois d'expérience, ça a été ça. On en a d'ailleurs beaucoup parlé avec Gwenola, c'est la valeur de ma parole a changé en fait. C'est-à-dire ? Ça veut dire que là où avant je t'envoyais un mail vite fait ou un SMS pour répondre à ta question, j'ai plus le droit de le faire. Parce qu'en fait là quand j'écris en tant qu'avocat et on part du principe que dans notre société, déjà dans notre société de manière très générale et dans notre profession encore plus, ce qui fait la noblesse de la profession et ses lettres d'or, c'est que quand on parle, on doit pouvoir se fier à notre parole, tu vois. Ça vaut presque, même si ça n'est pas, tu vois, acte authentique en fait, tu vois, en tout cas en termes de... Ça doit être aussi propre que ça. Et donc ça vaut évidemment dans ton travail, mais il faut prendre cette habitude aussi dans ta vie, y compris avec... et surtout, j'ai presque envie de dire, en fait, avec tes confrères. Tu vois, parce que c'est le jour où ça ira pas pour toi, tu vas te reposer aussi sur tes confrères, tu vois. Donc si tu les as trahis avant, il y a un proverbe, je l'ai pas exactement en tête, mais qui dit, c'est pas super adapté, tu vois, mais que quand tu montes l'échelle, faut que tu respectes tous ceux que tu croises sur ton chemin, parce que c'est les mêmes que tu vas croiser quand tu vas tomber ou quand tu vas descendre. De la même manière, en fait, tous les confrères qu'on croise aujourd'hui, ceux qui me forment, ceux à qui moi-même je peux donner des éléments de connaissance, en fait, c'est eux qui vont m'aider demain quand ça ira mal. Donc, si un jour ça va mal, je touche du bois, il n'y en a pas dans le bureau et je commence à m'inquiéter. Mais voilà, si demain ça va mal pour moi, c'est sur eux que je vais me reposer. Et forcément, donc, je suis obligé aujourd'hui de les respecter, de ne pas trahir la parole que je leur ai donnée dans le cadre
de ma collab. Pareil pour les clients, je les trahis pas. Enfin voilà, faut trahir personne. La parole, c'est important, tu vois. Si nous, on n'a pas si nous, on n'a pas une définition rigide et stricte de ce qu'est la parole, c'est que la société va pas super bien, tu vois. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon sens, c'est pas partagé par tout le monde, et ça c'est mon opinion personnelle, limiter et être conscient de nos capacités, de ce qu'on peut faire, du temps dans lequel on le fait, de la manière, de la meilleure manière dans laquelle on peut faire les choses, et oser dire à un client et c'est pas forcément simple, parce que quand tu crées ton cabinet et que quelqu'un vient te voir avec un super dossier qui va pouvoir être intéressant, que tu vas pouvoir facturer, c'est pas forcément évident de lui dire alors non, mais je vais vous recommander un confrère. Et c'est cette honnêteté intellectuelle qui doit coexister, qui est nécessaire parce qu'il y a des contraintes économiques qu'on peut pas surpasser, qui doit primer. Et c'est pas forcément évident. Non. Franchement, c'est pas forcément évident. C'est ça. Il faut s'en faire une doctrine et bien se la rappeler. Et une fois que c'est intégré, il n'y a pas de souci. Il faut s'entraîner sur les parents. Quand les parents t'appellent pour te dire « Ouais, j'ai une petite question ». Non, c'est pas mon domaine. C'est ça. Si tu arrives à faire ça, tu peux le faire avec tout le monde. C'est vrai. Tu leur dis, alors il y a un tel, et après tu crées ton réseau de confrères et t'envoies. Moi, je sais que j'envoie tout mon pénal à la même personne. T'as ton petit réseau, tu sais. C'est ça, exactement. Je pense qu'en fait, quand tu es avocat aujourd'hui, vu la technicité du droit, en fait, ton cabinet, il y a le cabinet au sens vraiment pur, c'est toi et les gens avec qui tu travailles directement. Et puis il y a ton réseau indirect aussi qui participe en fait de ton cabinet informel. C'est vrai. Tu vois. Moi, j'ai des gens qui sont très compétents aujourd'hui en droit de la famille, en droit pénal, en droit de la santé. Bon, mais en fait, je pourrais presque considérer qu'on est des associés dans le sens où... parce que si on avait un cabinet, concrètement, le cabinet ferait rentrer le dossier et on se répartirait ça entre associés, tu vois. Ben, c'est pareil, sauf qu'on n'est pas associés. Et donc, faut pas... Effectivement, je suis d'accord avec toi, faut pas hésiter à dire non, je sais pas. L'humilité, c'est une grande qualité, en fait. Nous, on a tendance à croire que quand tu dis je sais pas, ça veut dire qu'en fait, tu es ignorant. Non, en fait, ça veut juste dire que tu es humble. Et qu'au contraire, tu connais tes limites et que tu as envie de mettre en confiance ton client, qui d'ailleurs se sent souvent mis en confiance. Il y en a qui le prennent mal, mais il y en a aussi qui le prennent très bien. Tout à fait. Et donc, c'est important de savoir le faire. Et qui ne manquera pas de revenir vers toi parce que tu lui auras dit, moi je suis compétent dans tel domaine. Là, je vous renvoie vers quelqu'un. Si un jour il a besoin, il saura se rappeler que tu l'avais conseillé utilement. Il y a 2 semaines, par rapport à un dossier que j'avais pas mais qu'on m'avait proposé, que j'avais refusé, je t'en parlais tout à l'heure, la personne qui est en charge, alors la personne c'est pas l'autre avocat, mais je veux dire le client me recontacte pour reprendre le dossier et cette fois-ci il voulait aller à l'encontre, il voulait aussi engager une procédure contre le confrère, etc. Tu vois. Je refuse et je dis toutes les raisons pour lesquelles je refuse. Et au début elle le prend super mal, presque elle s'énerve sur moi, etc. Donc je la remets à sa place et à la fin elle me dit non mais en vérité ça a été un échange houleux. Mais vous m'avez convaincu le jour où j'ai un dossier, je sais que vous êtes loyal, tu vois. Et en fait, je pense que c'est le raisonnement que beaucoup de gens ont, tu vois, en 2 temps. D'abord la frustration, après la confiance. Mais ce qui prime, c'est la confiance. Mais c'est exactement ça. C'est ce que je disais, c'est ce que j'ai vécu cet après-midi, c'est dire, mais je comprends pas pourquoi vous ne voulez pas de moi. Et en fait, quand on fait un peu de pédagogie et qu'on leur explique le raisonnement, parce que c'est pas inné, il faut leur expliquer aux clients. Nous, c'est notre quotidien, mais... Et là, ils comprennent, ils disent « Ah ouais, en fait, c'est classe. » C'est exactement ça. Ouais. Mais ça nécessite une explication. Ouais, parce que, faut se le dire aussi, tu vois, les règles de déontologie, déjà, c'est quelque chose qui est propre à la profession d'avocat et qui est presque sacré chez nous. Mais c'est pas quelque chose qui est sacré dans le monde du travail en général. Donc, quand tu dis ça à un client qui n'est pas forcément familier avec ça, lui, il croit que c'est des règles presque fallacieuses, tu vois, que tu lui exposes. Alors qu'en fait, non, c'est quelque chose de fondamental pour nous. Et une fois qu'il comprend ça, il dit ok, là on est chez des gens sérieux et je peux leur faire confiance. Et une fois qu'il comprend que la déontologie, c'est fait à son service. Parce que ça, c'est quelque chose, on en a parlé dans un précédent podcast avec Florian Michel, avec qui on a discuté du fait que quand tu dis à un client je vous prends pas parce que je suis en conflit d'intérêt, il comprend pas. Et quand en fait tu lui expliques concrètement, si je prends votre dossier, j'ai été l'avocat de votre assureur, donc si maintenant je suis votre avocat, voilà, et j'ai moi encore toujours des relations avec votre assureur, il y a un truc qui va pas. Et donc si je vous refuse de prendre votre dossier, c'est en fait dans votre intérêt. Et les règles déontologiques, elles sont là dans votre intérêt. C'est ça.
Parce que les justiciables pensent comme ça qu'en réalité, la déontologie des avocats... Alors, j'ai l'impression qu'il y a deux types. Il y a ceux qui pensent que c'est un bel écran de fumée et que voilà, c'est pour faire joli. Et puis il y a ceux qui pensent qu'en fait, c'est pour qu'on se protège tous les uns les autres. Ouais. En réalité, quand on creuse et quand on voit les cas concrets, la déontologie, l'objectif, c'est de protéger le client au final. Et c'est d'obliger l'avocat à ne pas prendre le dossier s'il est dans une configuration qui n'assure pas les intérêts du client. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Le temps a vite passé. C'est combien de temps déjà ? Ça fait déjà 50 minutes. On pourrait faire 12 épisodes. Et pour pas que ce soit trop long non plus, on a l'habitude de terminer les portraits d'avocats avec 2 questions, alors qui vont peut-être être un petit peu difficiles parce que ça fait pas très 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 longtemps, t'as pas 20 ans de barre, mais presque. Ouais. Qu'est-ce qui est la chose pour toi la plus intéressante aujourd'hui dans ta relation avec tes clients ? Le fait de ne pas en avoir presque en fait. Alors ça c'est une réponse que je n'aurais pas anticipée. Non mais c'est vrai, finalement ce qui pour moi est le plus intéressant c'est justement parce que j'ai la particularité d'avoir très peu d'expérience encore, que mes clients ne sont pas encore les miens et que le peu que j'ai pu avoir au final c'était sur des dossiers d'Urba, donc c'est beaucoup moins humain. Mais aujourd'hui le 3/4 de mes relations avec des potentiels clients c'est de leur dire je ne vous prendrai pas parce que vous m'appréciez en tant que acteur des réseaux, mais en tant qu'avocat, vous ne savez pas ce que je vaux. Et donc, ça serait abusé de votre confiance. Et ça procure quand même une forme de satisfaction parce que c'est cool de se rendre compte qu'on arrive à être honnête avec soi, tu vois. Ouais, d'accord. Voilà. Et pour l'instant, ça en est là. Et après, plus tard, on refera un podcast dans 5 ans. On en refera un même dans 2 ans. Tu verras que ça sera complètement différent. Ouais, parce que l'évolution de mon expérience va faire changer les choses. Ça va changer ta pratique et ça va changer ta relation avec les clients, c'est sûr. Ça. Là, je suis pas bon. Là, je suis au début de ma carrière. Donc, j'ai quelques mois pour devenir bon. Tu te formes et après exactement. Si je me laisse distraire maintenant, je serai mauvais avocat toute ma vie. Si je sacrifie. Si je refuse les opportunités qui me sont offertes aujourd'hui, je serai peut-être un bon avocat toute ma vie, tu vois. Donc, là, je suis un tournant en fait. C'est un virage, là, je suis en dérapage, je suis en drift. Oui, c'est génial. C'est génial. Mais en tout cas, merci beaucoup Rémi. Est-ce que tu veux que je te laisse le dernier mot ? Merci à vous pour cette invitation. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et s'il y a des étudiants qui nous écoutent, sachez que c'est un métier qui fait peur pendant toutes les études et qui au final procure beaucoup de passion une fois qu'on commence. Et c'est beaucoup moins difficile qu'on se l'imagine. Et je vous encourage à poursuivre votre ambition et à ne jamais baisser les bras. Et si vous baissez les bras, appelez-moi. C'est ça, il faut poser des questions. C'est difficile d'avoir des stages, c'est difficile de. Surtout aujourd'hui. Mais il faut pas hésiter. Il y a Rémi qui ne dort pas. Voilà, on s'appelle à toute heure. Nous, on est dispo de 8h à 20h, ça je gère. Mais vraiment, faut pas hésiter. Moi, j'aurais eu tellement de questions à poser si j'avais eu des avocats à dispo. On fera un tome 2 si tu veux, dédié aux étudiants, avec pas aux clients. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup Rémi. On mettra toutes tes coordonnées pour qu'on puisse aller te suivre et voir l'évolution que tu vas avoir sur ta première année d'avocature. Merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt.